Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Mais à quel moment la transportation de criminels intervient-elle ? Parce que c'est bien là que tout ça nous mène petit à petit, à la transportation des délinquants britanniques en Nouvelle-Galles du Sud. Il faut quand même qu'on revienne à notre sujet. Eh bien, l'idée intervient dans un premier temps lorsque le gouvernement se rend compte de la petite faille qui s'est glissée dans son système. Bien avant que la propriété privée ne prenne une si grande place, donc dans le code pénal, une immunité cléricale avait été mise en place permettant aux hommes d'église, tenez-vous bien, ou plus exactement à n'importe qui sachant lire et écrire, d'éviter la pendaison. Cette immunité cléricale, toujours d'actualité au XVIIIe siècle, constitue alors une tache noire dans le maintien du nouvel ordre établi par le gouvernement britannique. Si le nombre de délits passibles de la peine capitale augmente, il est évident que les méfaits entrant dans le cadre du privilège clérical augmente également, sinon il n'y aurait plus de privilège. Résultat, pour conserver la dynamique de dissuasion du nouveau code pénal, les punitions réservées aux hommes d'église doivent se durcir. La nouvelle sentence imaginée est donc la transportation. En 1718, elle devient d'ailleurs le seul moyen de punir les criminels échappant à la peine de mort, mais méritant tout de même un retour de bâton d'ampleur, si j'ose dire, pour leurs délits. Ainsi, entre 1718 et 1776, plus ou moins 50 000 délinquants sont envoyés en Amérique et vendus aux colons comme domestiques. On passe, si vous voulez, de la douleur, des châtiments, à l'exil. Il ne s'agit plus de punir la chair par la torture, mais de punir l'âme par l'éloignement. Le criminel est en effet non seulement envoyé loin de sa famille et de tous ses repères, mais il est écarté par la même occasion de la société anglaise dans son ensemble. Il est littéralement exilé. L'arrangement profite évidemment à qui ? Aux colons d'Amérique, qui gagnent de la main-d'œuvre presque gratuite pour développer et entretenir leurs terres. Ça, c'est un accommodement parfait, si vous voulez. D'un côté, on se débarrasse des scélérats et l'Amérique, elle, récupère de la force de travail. C'est donc un choc colossal pour le gouvernement britannique quand les colons décident soudainement de refuser la venue des convicts, comme on les appelle en anglais, chez eux. Pourquoi, vous savez, forcément au moment de la guerre, bien sûr, de l'indépendance. Un retournement de situation qui prend racine donc d'abord dans cette guerre de 7 ans que le roi George III dispute contre le souverain français. Malgré sa victoire écrasante à bien des niveaux, l'Empire britannique sort du conflit dans une situation économique désastreuse qui le laisse quand même dos au mur. Il se voit donc obligé d'augmenter les taxes des colonies dans l'espoir de renflouer ses caisses avant que tout le pays ne s'effondre. Bien évidemment, les colons ne prennent pas la nouvelle avec joie. En quelques années à peine, la situation va dégénérer et la guerre d'indépendance américaine va éclater en avril 1775, un peu plus d'1 an plus tard, juillet 76, alors que les 16 colonies britanniques d'Amérique déclarent leur indépendance. Elles en profitent pour refuser donc tout envoi de criminels anglais sur leur territoire. Le roi George III, plutôt optimiste à la base, vous savez qu'il n'a pas tout compris tout de suite, mais c'est difficile. Quand il y a un changement de monde, un changement de paradigme, c'est pas facile de le voir arriver. On l'a vu avec Louis XVI, etc. Bref, il refuse de croire à ça. Il pense que les indépendantistes vont revenir bientôt à la raison et se rendront compte que cette décision est tout aussi nuisible pour eux que pour les sujets du vieux continent. Les planteurs de Virginie et du Maryland dépendent quand même, après tout, des exilés depuis bien trop longtemps pour s'en priver du jour au lendemain. Non ? Non, en fait. C'est une désillusion pour lui, puisqu'en 1783, la couronne doit se rendre à l'évidence. La transportation de ces prisonniers aux États-Unis est bel et bien finie, mais le réveil est tardif. Ça fait 7 ans que le système judiciaire est en stand-by, que les prisons, par voie de conséquence, et par logique, si vous voulez, de glissement, les prisons encaissent le trop-plein des prisonniers ne pouvant plus partir outre-mer. Surchargées, donc, ces prisons sont dans un état que vous imaginez lamentable et offrent des conditions de vie atroces à ceux qu'elles accueillent. Les prisonniers, les hommes, les femmes et même les enfants sont entassés les uns sur les autres dans des geôles insalubres. La nourriture, de toute façon payante en plus, manque cruellement, rendant les détenus complètement dépendants du bon vouloir de leurs gardiens pour les maintenir en vie. Et dans ce monde étriqué, tout s'achète, tout se négocie. L'entrée et la sortie de prison sont soumises à une redevance financière, moyennant quoi les prisonniers les plus pauvres risquent parfois de ne jamais sortir des murs de leur geôle, même si leur sentence arrive à sa fin ou s'ils se retrouvent miraculeusement graciés.
Loin de se soucier des préoccupations humaines mises en évidence ici, l'état des prisons inquiète quand même le gouvernement. Aux yeux de la société, le problème est tout autre. Ouais, voyez-vous, dans un tel environnement, les détenus ne purgent pas de peine utile et sensée. Alors que chaque citoyen britannique se doit de participer, lui, au développement de la nation, les prisonniers manquent quand même à leur devoir et pourrissent en fait dans l'oisiveté la plus totale. Pire encore, la promiscuité forcée évidemment, qu'impose l'agencement des cellules, pousse en plus le vice à se développer. Si un innocent en attente de procès entre dans la prison de Newgate, par exemple, à Londres, fortes sont ses chances qu'il en ressorte brigand aguerri, si vous voulez, enrôlé dans une organisation criminelle quelconque. Vous allez me dire encore une fois, les temps ne changent pas, puisqu'on a la même chose aujourd'hui. Il est donc impératif pour la couronne de trouver une solution viable. Les prisonniers ne peuvent plus rester sur le territoire britannique. La classe criminelle, comme en parle le gouvernement, ne cesse de s'étendre. C'est désormais une menace que l'on ne peut plus négliger. L'immondice des prisons, j'insiste dessus parce que c'est le cœur vraiment de l'émission. L'immondice des prisons est de toute façon telle que chaque détenu libéré risque en plus de répandre une épidémie mortelle. Partout où il passe, les médecins eux-mêmes refusent souvent de s'aventurer à l'intérieur des murs de Newgate, de peur d'attraper une des bactéries qui dévorent tous les êtres humains qui y sont enfermés. Alors à l'époque, on ne parle pas de bactéries bien sûr. En 1750, 50 personnes meurent notamment du typhus après que 2 prisonniers atteints de la maladie ne soit apparu au tribunal. Même le juge n'y survit pas, c'est vous dire. La suite s'impose donc d'elle-même. Il faut vite trouver le moyen de recommencer à envoyer les criminels loin de la société britannique. D'accord, mais où ? Alors, en attendant de trouver la destination parfaite, le gouvernement émet l'idée d'utiliser les bateaux qui sont amarrés aux berges de la Tamise comme lieu de détention provisoire pour les futurs transportés. Je dis bien provisoire. Dès lors, les prisons se dégorgent à vue d'œil, mais les pénitenciers flottants constituent en fait un nouvel enfer pour les détenus qui y sont accueillis dans des conditions de vie abominables. Pire encore, leur triste sort est même exposé à qui veut le voir, puisque les bateaux-prisons deviennent des attractions touristiques pour les voyageurs de passage à Londres. C'est incroyable. Révolté par tant d'inhumanité, l'opinion publique, quand même, qui compte, crie au scandale. Et en 1786, c'est au tour des prisonniers de faire entendre leur colère. Le 24 mars, vous avez une révolte qui éclate sur un des pontons de Plymouth et se solde par une répression sanglante, faisant 8 morts et 36 blessés parmi les convicts. Ça y est, cette fois je crois qu'on peut le dire, la sonnette d'alarme a été tirée et le gouvernement ne peut plus attendre, ne peut plus remettre au lendemain, si j'ose dire. Afin de choisir la nouvelle destination de transportation, la couronne prend la peine de s'appuyer sur ses expériences passées. Il se trouve que l'envoi des détenus en Amérique s'est avéré être une dynamique particulièrement avantageuse pour tout le monde. L'Angleterre notamment, évidemment, qui a profité de cette main-d'œuvre gratuite pour créer une société nouvelle, loin des vices du vieux continent. Et la colonie est ensuite devenue un atout majeur au sein du réseau commercial de l'Empire britannique. En gros, si je traduis, si je synthétise, ils ont créé de nouveaux clients, si vous voulez. Donc il n'est pas étonnant que la couronne envisage de retenter l'expérience avec une des terres qu'elle a conquises récemment. Botany Bay et la Nouvelle-Hollande sont toutes les deux envisagées en 1785, mais le voyage jusque là-bas est dans un premier temps jugé bien trop long et trop périlleux. Il faut donc attendre 1787 pour que Botany Bay soit définitivement choisie comme la nouvelle destination de la transportation britannique. Et ça, grâce aux arguments d'un certain Lord Sydney. Il s'appuie notamment sur la position géographique de l'île, idéalement placée pour le commerce de produits asiatiques, ainsi que sur l'abondance de lin et de bois de construction sur le territoire. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.